Vous écoutez Europe 1, il est 8h17, c'est l'heure de l'interview politique. Et ce matin, Maxime, vous recevez Jean-Christophe Lagarde. Président de l'UDI, député maire de Drancy en Seine-Saint-Denis. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Environ 250 interpellations en région parisienne ces 10 derniers jours après l'arrestation violente de Théo. Comment éviter que cette violence s'installe ? Que se passe-t-il ? D'abord, il y a eu manifestement des violences policières qui ont été exercées sur ce jeune Théo Aulnay-sous-Bois. Le président de la République a fait ce qu'il fallait d'abord en se rendant auprès de lui, montrant que l'État était là pour défendre tous les citoyens, même lorsqu'ils étaient victimes de violences policières. L'enquête démontrera évidemment les faits. Et puis, derrière, il y a une exaspération, une impression de protection, mais elle est très minoritaire, il faut le dire quand même, contrairement à ce que l'impression médiatique pourrait donner. Elle est très minoritaire, la plupart de ces jeunes, et je vais vous en prendre un exemple. À Bobigny, samedi dernier, où je trouve que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait en mettant le nombre de policiers pour encadrer cette manifestation. Il aurait fallu autoriser la manifestation, mais en ayant plus de policiers Bien sur sûr, place. des gens qui étaient absolument pas de la ville de Bobigny, j'ai vu des jeunes de Bobigny ulcérés par ce qui se passait, sont venus simplement pour, c'était une centaine de personnes à peu près, pour casser du flic d'abord, pour casser. Alors si on ne doit pas accepter en même temps que 3 ou 4 policiers salissent des centaines de milliers de policiers dont nous avons besoin et qui risquent leur vie chaque jour pour nous protéger, Et on ne doit pas non plus accepter qu'une centaine de jeunes viennent salir l'ensemble des jeunes de banlieue. Ils ne sont pas représentatifs de ceux qui sont actuellement en formation, en alternance, en boulot, en création d'entreprise. Moi j'en ai marre de cette image donnée par quelques voyous qui n'ont rien à voir avec les jeunes de nos banlieues. Chez vous, à Drancy, les derniers jours ont été tendus ? Oui, mais là encore, de façon très marginale et par des gens extérieurs. La semaine dernière, un certain nombre d'interpellations ont eu lieu dans ma ville. C'était tous des gens extérieurs à la ville. L'affaire Théo cachait peut-être une autre affaire, on en a parlé au début du journal de 8h. 3 des policiers accusés par Théo sont maintenant soupçonnés d'avoir frappé un autre jeune homme. Vous, Jean-Christophe Lagarde, maire d'une ville de Seine-Saint-Denis, est-ce que vous entendez régulièrement ce genre d'accusation contre la police ? Non, et heureusement, mais sur la deuxième partie, je serai plus prudent. J'entendais sur une antenne ce matin que l'accusateur se définissait lui-même comme un dealer. On peut se poser la question, donc il faut attendre, être prudent et attendre l'enquête. Il est légitime que l'enquête soit ouverte puisqu'il y a des accusations portées, mais attention à ce que ce ne soit pas un dealer qui cherche à se débarrasser de policiers. Mais vous parliez à l'instant d'une exaspération. Vous la ressentez, cette exaspération contre la police chez vos habitants ? L'exaspération, elle est à la fois contre la police et contre l'absence de sortie possible dans sa vie. Quand on a à ce point ghettoisé les quartiers, à ce point pas réussi, notamment au niveau de l'éducation nationale, à faire en sorte qu'on puisse sortir de ce quartier, trouver la voie de sa vie, réussir dans la promesse républicaine qui dit quoi ? En fonction de ton investissement et de ton talent, tu vas pouvoir réussir. Ce n'est pas vrai pour beaucoup de jeunes dans ces quartiers-là. Ça fait partie, je sais bien que ça gonfle un certain nombre de gens qui n'y vivent pas et qui ne les connaissent pas. C'est pourtant la réalité de ces jeunes-là. Il n'y a pas des difficultés que dans les banlieues, mais il y a aussi des difficultés qui sont tellement concentrées que pour les maires, les éducateurs, les enseignants, les policiers, c'est difficile d'aider à s'en sortir. Il y a un appel dans Libération qui est publié ce matin, appel contre les violences policières, où il y a un certain nombre de choses qui sont rappelées. Les signataires demandent par exemple qu'on interdise purement et simplement le tutoiement, qu'il y ait une meilleure formation des jeunes agents de police. Ça paraît évident. Ça paraît évident, ça fait 10 ans qu'on le dit et personne ne le fait. Je vais vous dire une chose. Le tutoiement, il doit être prohibé, évidemment, de la part d'un policier. C'est le moyen de mettre la distance et de créer du respect. Il doit aussi être sanctionné lorsqu'il s'agit d'un jeune qui s'adresse à un policier en le tutoyant. Et on ne devrait pas avoir les plus jeunes policiers dans les endroits les plus difficiles. Ils devraient à la fois avoir plus d'expérience et être beaucoup mieux payés qu'ailleurs. Ça, pour vous, sur le terrain, ça crée un vrai problème ? Ah, évidemment que c'est le problème principal. À la fois le turnover, c'est-à-dire vous avez trop de policiers qui restent peu de temps. Ils sont en train d'apprendre le métier. Le temps d'apprendre le métier et d'apprendre le territoire et les gens qu'ils ont en face, on les fait partir. Et puis je répète, travailler dans un certain nombre de quartiers d'un autre pays, ça devrait être beaucoup mieux payé pour justement attirer celles et ceux qui ont l'expérience du travail. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de mettre des PV sur la Croisette à Cannes que d'aller rentrer dans un quartier à Aulnay-sous-Bois où il y a à la fois le jeune Théo qui est un jeune homme parfaitement remarquable et une famille impeccable, et puis le dealer qui ce matin porte des accusations. Quand vous parlez à Théo ou quand vous parlez au dealer, vous devez lui parler de la même façon, mais vous savez que vous n'avez pas les mêmes gens en face de vous. Quand vous êtes là depuis longtemps, que vous êtes un policier d'expérience, c'est ce qu'on appelle en réalité la capacité d'avoir un lien entre la police et la population. Il n'y a pas de bonne police sans bon lien avec la population, ne serait-ce que parce que la police, elle vit du renseignement. Mais comment on évite, dans le climat actuel, comment on évite que les policiers se sentent lâchés et se démobilisent ? Et moi, je l'ai déjà dit, je suis un soutien des forces de l'ordre et pas que le lendemain de Charlie Hebdo. On a besoin de ces
ces dizaines de milliers de policiers et de gendarmes qui chaque jour risquent leur vie pour nous protéger. Et en même temps, quand vous avez 2-3 brebis galeuses qui commettent des actes répréhensibles, ils doivent être lourdement sanctionnés, écartés, ne serait-ce que pour saluer le travail et pour rendre encore plus respectable la mission de service public indispensable que font les policiers et les gendarmes à notre service. Je le disais en préambule, vous êtes le patron de l'UDI, parti centriste. Vous soutenez François Fillon. Vous soutenez toujours d'ailleurs François Fillon ? Oui, bien sûr. Pas de changement ? Non, il n'y a pas de changement. Vous voulez évidemment me parler de l'affaire Fillon ou de l'affaire de l'emploi de sa femme. La réalité, c'est que aujourd'hui, depuis 3 semaines, je pense, tous les Français savent de quoi il en retourne. Je ne crois pas qu'il y ait délit dans ce qui lui est reproché. Je voudrais d'ailleurs rappeler que c'est la justice qui devrait prouver que sa femme n'aurait pas travaillé et pas à lui de prouver l'inverse. On oublie quelques principes de droit dans notre pays qui pourtant... Et on verra ce que dira la justice au final. Et on verra ce que dira la justice. Vous savez, moi je me souviens de Julien Drey, dont on a détruit c'est un adversaire, mais dont on a détruit la carrière politique sur une histoire de montre, etc. Puis finalement, il n'avait rien fait. Et pour autant, il a perdu son siège à l'Assemblée nationale, ses électeurs l'ont perdu. Donc je veux pas. Et puis surtout... Aujourd'hui, tout est su. Les Français porteront un jugement, puisque ce qu'on demande, grosso modo, c'est un jugement moral. Moi, je ne crois pas que ce qu'a fait François Fillon le disqualifie pour l'élection présidentielle, pour devenir président de la République. Mais surtout, ce qui est le plus grave, c'est qu'en parlant uniquement de ça depuis 3 semaines, que ce soit d'ailleurs pour les autres candidats ou pour François Fillon lui-même, nous ne parlons pas d'idées. Or, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans 2 mois, nous aurons un nouveau président de la République, quel qu'il soit. Et vous vous rendez compte qu'on n'aura pas parlé de la façon dont on améliore les résultats scolaires dans notre pays, quand vous avez un gamin sur 5 qui arrive en 6e sans savoir lire et écrire. On n'aura pas parlé de pourquoi on n'est pas capable de fournir les emplois des 600 000 offres d'emploi qui existent dans notre pays. Pourquoi on n'aura pas réglé le problème du contrat de travail du CDI, alors qu'en réalité 80% des embauches se font aujourd'hui en CDD. 2 choses, Jean-Christophe Lagarde. On ne choisit pas un sauveur quand on élit un président de la République. On choisit un projet, on choisit un programme. Or ce programme, aujourd'hui, que ce soit celui de François Fillon, de M. Hamon, de M. Mélenchon, de Mme Le Pen, on n'en parle plus. Je trouve ça dramatique parce que l'élection présidentielle, on le sait tous, c'est le moment où le pays peut redémarrer. Et si on ne parle pas de ce qu'on décide ensemble de faire et pas seulement du sauveur, moi je ne crois pas au sauveur. 2 choses, Jean-Christophe Lagarde. On a beaucoup parlé de ces thèmes-là pendant les campagnes des primaires à droite et à gauche, premièrement. Deuxièmement, il reste 70 jours et forcément qu'on reparlera de ces programmes-là et des programmes de vos adversaires et du vôtre. On se demande, oui. Mais il y a autre chose. On voit bien que François Fillon est gêné dans sa campagne. Il réclame aujourd'hui un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy et on voit bien qu'un certain nombre de députés à droite disent on n'arrive pas à faire campagne parce que les gens ne nous entendent pas. Vous y arrivez, vous, à faire campagne ? Est-ce que cette affaire permet, en l'occurrence, de faire une campagne dans les bonnes conditions ? Évidemment non. La question, c'est est-ce qu'on revient, sur des sujets de fond ? Moi, vous savez, l'UDI, c'est la famille de l'Europe, c'est la famille, justement, fédéraliste européenne, qui dit l'Europe doit devenir utile. Elle arrête de nous enquiquiner sur l'accessoire, elle doit devenir motrice sur l'essentiel. On a Trump qui prône la destruction de l'Europe. On a le Brexit avec Mme May qui essaye de faire chanter l'Europe. On a le président de la Commission européenne, M. Juncker, qui démissionne et qui laisse tomber. Et pendant ce temps-là, on n'entend pas la voix de la France. Or, si l'Europe se délite, si elle explose, comme le souhaiteraient d'ailleurs Mélenchon et Le Pen, qui ont de ce point de vue-là aussi le même projet, nous allons être seuls et nous allons subir, si M. Trump veut la destruction de l'Europe, c'est pour nous imposer sa loi, ses intérêts, ses règles. C'est à notre détriment. S'il n'y a pas un président de la République qui remet sur la table le projet européen de façon forte, et François Fillon, pour le compte, est parfaitement compatible avec les centristes sur ce point-là. Il y a des différences ailleurs, mais alors pas tellement là-dessus. On va parler du fond. Pardon. Si on ne remet pas l'Europe sur la table, nous allons subir la loi des autres grandes puissances. Et ça se traduira en perte de pouvoir d'achat, en perte d'emploi, en perte d'influence, en perte industrielle. On va parler du programme, notamment de François Fillon. Comment pouvez-vous faire campagne, Jean-Christophe Lagarde, pour un candidat dont le programme vous pose problème ? Mais, attendez, il y a 80% du programme auquel on peut adhérer. Par exemple, je vous parle Attendez, là, moi je vais vous parler de ce qui fâche, je suis désolé. La réforme de la sécurité sociale, ça vous va ? Les 500 000 postes de fonctionnaires supprimés, ça vous va ? Alors j'y reviens un par un. La réforme de la sécurité sociale, vous verrez que c'est un nouveau projet. Parce que nous sommes en train de discuter d'une alliance législative. Il y a les élections présidentielles. Je l'ai dit, on n'a pas besoin d'un sauveur, on a besoin d'un projet. Et deuxièmement, il y a les élections législatives. Ça va être la mise en œuvre de ce projet. Dans cette discussion, dans cette négociation que nous avons, elle va au fond. Le projet de la sécurité sociale, vous verrez en réalité que c'est un projet totalement différent de celui de la primaire, parce qu'il a à la fois écouté les professionnels, mais aussi ses partenaires politiques. De la même façon, lorsque vous parlez des 500 000 fonctionnaires, je continue à dire qu'on doit effectivement atteindre cet objectif. C'est revenir en arrière d'une quinzaine d'années. Il y a 15 ans, on n'était pas sous-administré. Mais on ne peut pas le faire en 5 ans, c'est mon sentiment, plutôt en 7 ou 8, parce que le rythme de départ des fonctionnaires ne le permettrait pas.
il y a un ajustement. Mais moi, je veux aller sur d'autres choses. Par exemple, on parlait de l'école. Pour nous, c'est un sujet central. Nous souhaitons, François Fillon dit, on va scolariser les enfants obligatoirement à partir de 5 ans. Nous souhaitons que ce soit à partir de 3 ans. Parce que c'est là que vous pouvez, pour le compte, réduire les fractures de la République, notamment dans les quartiers les plus difficiles. Faire en sorte que des enfants ne soient pas laissés avec les difficultés familiales, mais viennent intégrer l'école de la République plus fortement. Lorsque je vous parlais des contrats de travail tout à l'heure, est-ce qu'il est normal qu'on ne soit pas capable de prévoir la fin d'un contrat au début pour rassurer l'entrepreneur et du coup libérer un chômeur de Pôle emploi? Est-ce que... Pardon, on ne doit pas avoir des décisions fortes pour accompagner, nous sommes aussi le parti de Jean-Louis Borloo, du Grenelle de l'environnement, pour accompagner la transition énergétique, qui n'est pas une punition pour les Français, contrairement à ce que veulent en général faire croire les Verts. En l'occurrence, pardon, je termine juste là-dessus, ce n'est pas une punition, c'est une chance. C'est une autonomie énergétique, on a besoin de moins acheter de pétrole. C'est une amélioration de la qualité de l'air, on voit les difficultés que ça nous pose aujourd'hui. Et c'est de l'emploi qualifié, de la ressource exportable qu'on crée chez nous, qui n'est pas délocalisable. Si vous continuez à soutenir coûte que coûte François Fillon, ça n'est pas pour sauver l'accord que doit passer l'UDI et les Républicains en vue des législatives. Vous voyez que c'est vraiment pas le cas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord sur le nombre de candidats, sur les candidats. Mais il y aura un accord J'espère, parce que si dans 10 jours ou 15 jours, il n'y a pas d'accord, effectivement, ça posera un certain nombre de difficultés. Mais je ne le fais pas par intérêt, je le fais sur le projet. On vient, et je vous remercie de m'avoir laissé parler du projet. Il y a des choses qui doivent être changées dans notre pays. Franchement, la politique de M. Hollande nous a coûté tellement cher en pouvoir d'achat, en chômage, en dette et en déclassement industriel qu'il est temps de changer les choses. Et aujourd'hui, je vois parmi les candidats uniquement François Fillon qui serait capable de le faire, à condition qu'il sache aussi écouter les professionnels, je le disais pour la santé, et ses partenaires politiques. Je parlais de l'UDI et d'accord que nous devons conclure ensemble. Et c'est dommage, on n'a pas eu le temps de parler de François Bayrou, dont on attend toujours la réponse. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'être venu en direct, président de l'UDI, en direct ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci.